On s'imagine que les actrices de l'âge d'or sont des poupées de porcelaine parfaite, terrifiées par la moindre ride. Mais imaginez une femme à qui les producteurs influents disaient en face: «Tu es trop laide, ton visage n'accroche pas la lumière, on dirait une domestique qui a volé l'argenterie.» Tout autre serait allé chez le chirurgien esthétique. Mais Anna Magnani a fait de ses cernes, de sa voix rauque et de sa rage animale et brute une arme de destruction massive. Elle a physiquement anéanti le cinéma glamour, survécu à la trahison la plus publique et cruelle du siècle par son propre mari, et interdisait aux maquilleurs de masquer ses rides, affirmant qu'elle les avait payées de son sang. Aujourd'hui, nous allons disséquer l'anatomie d'une femme qui a refusé d'être désirée pour devenir immortelle et découvrir pourquoi être vraiment vivante est toujours une condamnation à la solitude. 10 secondes, c'est tout ce qu'il a fallu à une femme courant derrière un camion sur les pavés de Rome pour tuer le vieux cinéma. À l'instant où elle est tombée sur l'asphalte, les divas glamour d'Hollywood ont soudain semblé être des poupées en toc. Elle n'a pas seulement joué la mort, elle a détruit le concept même de belle actrice. Dans un monde obsédé par le mensonge séduisant, Anna Magnani est devenue une vérité laide qu'on ne pouvait ignorer. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous ressentez que les standards modernes de beauté et de succès vous étouffent. On vous dit: sois la meilleure version de toi-même. Et cache tes défauts, souris. Anna Magnani a fait exactement le contraire. Elle a pris tout ce que la société considérait comme des défauts, ses cernes, sa voix tranchante, sa manière brute de marcher, et en a fait une arme de destruction massive. Aujourd'hui, nous n'allons pas lire une biographie sèche de Wikipédia. Nous allons faire autre chose. Nous allons disséquer l'anatomie d'une femme qui a refusé d'être désirée pour devenir immortelle. Vous découvrirez comment précisément sa laideur a brisé les carrières des stars hollywoodiennes parfaites. Nous verrons pourquoi sa rage à l'écran terrifiait les hommes jusqu'à la moelle, parce que ce n'était pas du jeu, mais une menace réelle. Et surtout, nous comprendrons pourquoi, à la fin de sa vie, elle est restée dans une solitude absolue, prouvant un théorème effrayant. Être authentique signifie être inconfortable pour tous. J'ai fouillé des dizaines d'interviews, d'enregistrements, d'archives et de souvenirs de contemporains pour trouver ces détails que les biographes taisent habituellement. Oubliez l'image de l'italienne joyeuse avec une assiette de pâtes. Nous sommes face à une tragédie d'une ampleur antique. L'histoire d'Anna Magnani est un manuel de survie dans un monde qui ne veut pas te voir tel que tu es vraiment. Et elle commence non pas sur le tapis rouge, mais au moment où l'ancien monde s'est effondré. Acte 1. La mort du téléphone blanc. Pour saisir l'ampleur de la figure d'Anna Magnani, il faut d'abord comprendre ce qu'elle a détruit. On ne peut bâtir du neuf sans démolir l'ancien. Dans le cas de Magnani, cet ancien édifice était tout un genre, toute une époque de mensonges, appelée cinéma des téléphones blancs. Imaginez l'Italie sous Mussolini. Dans les rues, des chemises noires, la peur, la pauvreté et la guerre qui approche. Mais en entrant dans un cinéma, le spectateur italien plongeait dans une hallucination stérile et édulcorée. À l'écran régnaient les téléphones blancs, un genre de mélodrames sentimentaux où l'action se déroulait dans de vastes appartements. Les femmes portaient des peignoirs de soie, les hommes étaient galants et le principal problème était le malentendu dans un triangle amoureux. C'était une anesthésie. Le régime utilisait le cinéma pour convaincre la nation. Nous vivons au paradis. La femme dans ce monde était une fonction décorative. Elle devait être une poupée de porcelaine, docile, éthérée, avec une coiffure parfaite qui ne se défait même pas en pleine crise de nerfs. Anna Magnani était l'antithèse de ce monde. Elle était une insulte physique à l'esthétique du fascisme. On le lui disait en face. Au début de sa carrière, les réalisateurs la regardaient indice avec dégoût. Elle était trop petite, trop basanée. Elle avait des cernes trop marquées. Et cette voix, rauque, croassante, un rire plébéien qui résonnait comme du métal sur du verre. Un célèbre producteur lui a dit: « Anna, tu ne seras jamais une star. Ton visage n'accroche pas la lumière. On dirait une servante qui vient de voler l'argenterie. » Elle ne correspondait pas aux standards, mais c'est précisément ce non-conformisme qui a fait exploser les fondations du vieux cinéma. Magnani ne cherchait pas à s'intégrer dans le monde des téléphones blancs. Elle attendait le moment pour fracasser ce téléphone contre le mur. Le moment de vérité est arrivé en 1945. Le réalisateur Roberto Rossellini, avec qui Magnani avait une liaison tumultueuse, tournait le film Rome, ville ouverte. Ce n'était pas une production normale. La pellicule était volée ou achetée au marché noir. On tournait dans les rues parce que le studio Cinecittà avait été détruit par les bombardements. L'éclairage était bricolé. Le scénario exigeait que Magnani joue Pina, une femme enceinte du peuple, fiancée du résistant Francesco. Scène clé du film. Les Allemands font une descente. Francesco est arrêté et poussé dans un camion. Pina voit cela.
Selon les codes du vieux cinéma, l'héroïne aurait dû élégamment se tordre les mains, verser une larme esthétique et s'évanouir dans les bras d'une amie, ou prononcer un monologue pompeux sur la liberté. Magnani a fait ce que son instinct de bête à qui on arrache son petit lui dictait. Elle s'est arrachée à la foule. Elle a couru. Cette course est entrée dans tous les manuels de cinéma, mais soyons honnêtes. Ce n'était pas une belle course, c'était effrayant. Elle courait lourdement, maladroitement, bousculant les soldats allemands. Ses cheveux étaient en désordre, ses bas glissaient, son visage se tordait en une grimace de terreur absolue, animale. Elle criait « Francesco, Francesco !» comme si on lui arrachait les entrailles. Puis une rafale de mitraillettes a retenti. Magnani s'effondre sur l'asphalte. Et là, l'essentiel se produit. Elle tombe, non pas comme une diva théâtrale, joliment étalée. Elle tombe comme un sac, lourdement, sourdement, sans grâce. Sa jupe se relève, dévoilant ses jambes, non pas pour séduire, mais dans l'impuissance de la mort. La caméra ne détourne pas le regard. On la voit allongée sur le pavé romain sale, et dans ce plan, il n'y a pas un gramme de grandeur, seulement de la poussière, du sang et l'absurdité du meurtre. À ce moment-là, en regardant Pina morte, le spectateur a compris, les téléphones blancs ne fonctionnent plus. Impossible après ça de regarder des poupées maquillées se lamenter sur un ongle cassé. Magnani a montré au monde une nouvelle vérité du corps. Elle a légalisé la sueur, la saleté, le souffle lourd et la rage. Elle a prouvé qu'une femme au cinéma pouvait être non pas un objet de désir, mais un sujet d'histoire. Même si cette histoire ne dure que quelques secondes avant la mort. L'effet a été comparable à une explosion nucléaire dans la culture. Quand le film est sorti, les spectateurs dans les cinémas s'évanouissaient. Pas à cause des effets spéciaux, mais de la reconnaissance. Ils se voyaient à l'écran. Magnani ne jouait pas un rôle, elle était le canal de la douleur collective d'une nation qui venait de traverser la guerre. Les critiques appelleront cela plus tard le néo-réalisme. Mais pour Anna, c'était personnel. Dans cette scène, elle ne courait pas seulement après le camion. Elle fuyait son passé et tous ses producteurs qui la traitaient de laide. Par sa mort à l'écran, elle a prouvé que la vie n'est pas de la soie et du champagne. La vie, c'est du sang sur l'asphalte. Elle a détruit le mythe selon lequel une actrice doit être belle pour être aimée. Elle a prouvé le contraire. Pour être vraiment aimée, il faut être si vivante que ça en devient douloureux à regarder. Mais d'où venait cette rage animale? Pourquoi pouvait-elle jouer le désespoir comme personne d'autre? La réponse ne réside pas dans son école d'acteur, qu'elle n'a d'ailleurs jamais vraiment eue. La réponse est plus profonde, dans son enfance, où le mot « maman » était interdit. Pour comprendre sa force, il faut descendre dans les sous-sols de sa psyché, là où est née sa principale blessure. Acte 2, anatomie du rejet. Si la scène dans Rome, ville ouverte, a marqué sa naissance publique en tant qu'actrice, ce dont nous allons parler maintenant, c'est de sa mort privée en tant qu'être humain qui se répétait sans cesse. On a pris l'habitude d'appeler Anna Magnani la louve, un terme souvent utilisé par les critiques de cinéma pour décrire son tempérament féroce, sa capacité à défendre ses personnages bec et ongles, sa voix rugissante. Mais rappelons-nous la biologie, un loup devient agressif seulement dans 2 cas, quand il a faim ou quand il est acculé. Toute la vie d'Anna Magnani est celle d'une créature acculée dès sa naissance. Son talent n'est pas un don divin, c'est une pathologie, un effet secondaire d'un gouffre monstrueux dans sa poitrine, aussi vaste que cette Rome qu'elle aimait tant. Tous les psychologues le savent, le caractère se forme avant 5 ans. Durant ces années, Anna a appris une leçon qui a écrit le scénario de toute sa vie. Tu es de trop. Elle est née illégitime. Dans l'Italie catholique du début du XXe siècle, ce n'était pas qu'un statut social, c'était une marque d'infamie. Tu es une erreur, tu es un péché. Son père a disparu avant même son premier cri. Toute sa vie, elle cherchera ses traces, et quand, adulte, elle le retrouvera, il lui claquera la porte au nez. Mais la véritable tragédie ne résidait pas dans le père. La véritable tragédie portait le nom de Marina. Sa mère, Marina Magnani, a fait un acte qu'Anna n'a jamais pu pardonner jusqu'à sa tombe. Elle était partie. Elle a épousé un riche Autrichien et a déménagé à Alexandrie, en Égypte, laissant la petite Anna aux soins de sa grand-mère dans les taudis de Rome. Imaginez cette scène. Pas une scène de film, mais la réalité. Une petite fille voit la personne la plus importante de son univers faire ses valises. Sa mère choisit une nouvelle vie, un nouveau confort, un nouvel homme. Et dans cette nouvelle vie, il n'y a pas de place pour Anna. Anna est un vieux bagage trop coûteux à transporter. L'Égypte est devenue pour Magnani le symbole d'un paradis perdu. À l'adolescence, elle a tenté désespérément de retrouver cet amour. Elle est allée à Alexandrie pour voir sa mère. Elle pensait que ce serait des retrouvailles. Elle s'attendait à des étreintes, des larmes, des remords. La réalité l'a frappée de plein fouet. Marina a accueilli sa fille froidement.
comme une lointaine parente arrivée au mauvais moment. Elle avait sa propre famille, ses réceptions mondaines, son monde. Anna était un élément étranger, grossière, bruyante, trop romaine pour la société raffinée de sa mère. Elle est retournée à Rome non seulement rejetée, elle est revenue avec une compréhension claire: l'amour n'existe pas, seul le pouvoir existe. C'est là, sur le chemin de l'Égypte à l'Italie, que la petite fille est morte et que l'actrice est née. Magnani a compris une chose terrible: si tu restes silencieuse, on t'oubliera. Si tu demandes, on te refusera. Si tu montres de la faiblesse, on t'achèvera. Elle a élaboré une stratégie qui est devenue sa marque de fabrique dans la vie et au cinéma: l'agression préventive. Elle a décidé de devenir si bruyante, si visible, si insupportable que le monde ne pourrait simplement pas l'ignorer. Sa légendaire naturelle n'était pas une liberté, c'était une carapace protectrice. Pourquoi criait-elle à l'écran au point de glacer le sang des spectateurs? Parce qu'inconsciemment, elle criait encore à cette mère qui partait: « Regarde-moi, je suis là, j'existe !» Elle a rempli tout l'espace de sa présence. Dans ses relations avec les hommes, elle était un tyran. Elle les étouffait de ses soins, de sa jalousie, de ses scandales. Ce n'était pas la passion d'une femme adulte. C'était la panique d'un enfant qui s'accroche à la jambe d'un adulte qui s'en va pour ne pas être abandonné à nouveau. Elle se vengeait de chaque homme pour son père et exigeait de chaque partenaire cet amour inconditionnel que sa mère ne lui avait pas donné. Évidemment, personne ne pouvait supporter cette pression. Et quand il partait, elle éprouvait une sombre satisfaction. Je le savais. Tout le monde part. C'est là que réside le secret de son génie, que les actrices modernes ne peuvent reproduire. Quand les actrices modernes jouent le drame, elles représentent la douleur. Elles utilisent la technique de la mémoire émotionnelle. Anna Magnani n'utilisait pas de technique. Elle ouvrait simplement les vannes. Elle connaissait l'humiliation sur le bout des doigts. Elle savait ce que c'était que d'être regardée comme une seconde catégorie. Elle savait que son visage était incorrect, son nez long, sa silhouette trapue. Et au lieu de cacher cela, elle le jetait au visage du spectateur avec défi. « Oui, je suis comme ça, et vous allez me regarder !» Elle a transformé son traumatisme en carburant. Dans chacun de ses personnages, que ce soit Pina de Rome, Maddalena du film La Plus Belle ou Mama de Mama Roma, on voit ce combat désespéré pour la dignité. Ces héroïnes sont toujours des femmes à la limite, des femmes que la vie piétine et qui se relèvent pour cracher en retour. Ce n'était pas du jeu d'acteur, c'était une thérapie en direct. La caméra est devenue pour elle cette mère idéale qui ne cligne jamais des yeux et ne regarde qu'elle. Seulement devant l'objectif, elle se sentait en sécurité, car tant que la caméra tournait, elle était le centre de l'univers. C'est pourquoi elle craignait tant la vieillesse et la perte de popularité. Pour elle, cela signifiait non seulement perdre son travail, cela signifiait revenir à l'état de cette petite fille laissée avec sa grand-mère. Être oubliée par le public était pour Magnani l'équivalent de la mort. Cette vulnérabilité profonde et saignante faisait d'elle un monstre dans la vie, mais une déesse à l'écran. Le spectateur le ressentait dans sa chair. Ici, pas de faux semblants, parce qu'on ne peut pas jouer une telle douleur si on ne la porte pas en soi chaque jour comme un pistolet chargé. Mais que se passe-t-il quand cette force indomptée, traumatisée, absolument non conventionnelle, se heurte à la machine la plus impitoyable de production d'illusions au monde? Que se passe-t-il quand la louve romaine rencontre Hollywood? Acte 3, l'anomalie hollywoodienne. Milieu des années 50. Hollywood, ce n'est pas juste un point sur la carte, c'est un bloc opératoire aseptisé pour éradiquer l'imperfection humaine. C'est l'ère du Technicolor, où l'herbe est plus verte que nature et les dents plus blanches que ce que la biologie permet. Sur le trône, des déesses, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, des femmes fleurs, des femmes statuettes, façonnées pour être admirées, sauvées, pour embellir la vie des hommes. Et dans cette réserve de papier glacé, Anna Magnani débarque. Son arrivée dans le cinéma américain, c'est comme lâcher un ours sauvage dans une soirée mondaine en robe de soirée. Ce n'est pas juste une différence culturelle, c'est un conflit biologique. Le système des stars hollywoodiennes repose sur un contrôle total. Les studios décident qui les actrices doivent épouser, comment s'habiller, quoi dire. Mais Magnani est une force indomptable. Elle ne parle pas anglais, méprise corsets et régimes, porte le deuil sous ses yeux comme un maquillage de guerre. Elle aurait dû échouer. Selon toutes les lois du marketing, le public américain, habitué à la guimauve, aurait dû rejeter ce morceau de viande crue. Mais l'inexplicable s'est produit. L'Amérique est tombée amoureuse et ce n'était pas un amour pour le beau. C'était un amour pour ce qui leur manquait tant dans leur paradis en plastique, l'odeur de la vraie vie. Le dramaturge Tennessee Williams, principal anatomiste des âmes humaines de l'époque, a écrit La rose tatouée spécialement pour elle. Il voyait en elle ce qui manquait aux actrices américaines,
la capacité de vivre à la limite de la rupture nerveuse sans théâtralité. Williams l'appelait une bête rare qui refuse de vivre en cage. 1956, cérémonie des Oscars. Le monde entier retient son souffle pour savoir qui recevra la précieuse statuette. La concurrence est folle. Mais quand l'animateur Jerry Lewis annonce la gagnante du meilleur rôle féminin, Anna Magnani pour La Rose tatouée, la salle explose. Et sur scène, le vide. Elle n'est pas là. Magnani n'est pas venue à Los Angeles. Elle est restée à Rome. C'était un crachat sans précédent au visage de l'industrie de la vanité. Toutes les actrices du monde auraient su tuer pour ce moment de triomphe, pour remercier maman, papa et le producteur sur scène. Mais Magnani a préféré rester chez elle avec son chien malade et sa solitude. Elle a appris sa victoire à 5h30 du matin, heure de Rome. Un journaliste américain l'a appelée. La réaction de Magnani, c'est l'essence même de son caractère. Elle n'a pas crié de joie, elle a commencé à jurer. Elle pensait que c'était une farce cruelle. « Comment osez-vous plaisanter ainsi avec moi ?» criait-elle au téléphone, prête à le jeter contre le mur. Il lui a fallu quelques minutes et des confirmations d'amis pour y croire. Pourquoi n'est-elle pas venue? La version officielle, peur de l'avion, la vraie raison, peur du rejet. Son scénario d'échec intérieur était si fort qu'elle était convaincue qu'elle ne recevrait pas le prix. Elle ne voulait pas être assise dans la salle et voir une autre, belle et parfaite américaine, gagner. Elle a préféré se cacher. Cet Oscar est devenu historique, non pas parce qu'elle l'a reçu, mais pour ce qu'elle a montré. Elle a incarné Serafina Del Rose, une veuve qui sombre dans la folie à cause du chagrin et de l'insatisfaction sexuelle. Elle erre à l'écran, échevelée, en chemise de nuit trempée de sueur, elle crie, elle se bat. C'était l'anti-Marilyn Monroe. Si Monroe vendait la promesse du sexe, Magnani montrait les conséquences de la passion. Elle a montré que l'amour n'est pas un baiser au diaphragme au coucher du soleil, mais de la boue, de la douleur, de la jalousie et une lourdeur physique. Anna Magnani est devenue la première Italienne à recevoir un Oscar. Mais sa victoire signifiait bien plus. Elle a créé un précédent, le caractère prime sur la beauté. Elle a forcé Hollywood à reconnaître qu'une femme peut être vieillissante, fatiguée, rude, et rester le centre de l'attention. Elle a montré que la sensualité ne réside pas dans des proportions idéales. La sensualité réside dans l'énergie. Dans une interview de l'époque, elle a dit « Je ne suis pas une actrice, je suis une femme qui vit ses rôles ». Les critiques américains étaient sous le choc. Ils étaient habitués aux méthodes, aux écoles d'art dramatique, à la technique. Et là, une femme est venue qui s'ouvrait les veines devant la caméra, métaphoriquement, et parfois, il semblait que littéralement, elle laissait le public regarder le sang. Hollywood a essayé de l'apprivoiser, on lui a proposé des contrats, de l'argent, des manoirs, mais elle est retournée à Rome. Elle savait qu'à Hollywood, elle deviendrait un animal exotique dans un zoo. Mais elle avait besoin de liberté. Elle avait besoin de ses rues romaines, de ses chats, de sa vraie vie. Elle est partie en vainqueur, laissant l'Amérique perplexe. Elle a prouvé qu'on peut briser toutes les règles du jeu, ne pas apprendre la langue, ne pas venir à la remise des prix, et quand même forcer le monde à s'incliner. Parce que la vérité est le seul langage qui n'a pas besoin de traduction. Mais cette victoire professionnelle avait un revers sombre. Plus elle montait en tant qu'actrice, plus sa vie personnelle s'effondrait. Son succès effrayait les hommes, sa force les castrait. Et la bataille la plus terrible l'attendait non pas à Hollywood, mais chez elle en Italie. Une bataille où on a utilisé contre elle l'arme la plus vile. Une autre femme, son exact opposé. Cette histoire de trahison est devenue le scandale le plus retentissant du siècle, et c'est elle qui a définitivement transformé Magnani d'actrice en mythe tragique. Acte 4. L'amour comme champ de bataille. Vous pensez savoir ce qu'est un triangle amoureux? Oubliez tout ce que vous avez vu dans les mélodrames. Ce qui s'est passé entre Anna Magnani, Roberto Rossellini et Ingrid Bergman n'est pas un simple potin mondain. C'était une guerre antique où les caméras remplaçaient les épées et les volcans en activité servaient de champ de bataille. C'est l'histoire de la plus grande actrice d'Italie confrontée au pire cauchemar de toute femme. Être remplacée par une version plus jeune, plus belle et plus correcte. Roberto Rossellini et Anna Magnani n'étaient pas juste des amants. Ils étaient le roi et la reine de Rome. Leur relation ressemblait à une éruption permanente. Ils cassèrent de la vaisselle dans les restaurants, se hurlèrent dessus sur les plateaux et se réconciliaient aussi violemment qu'ils se disputaient. C'était une union d'égos, une union de terre et de feu. Mais Rossellini était réalisateur, et les réalisateurs cherchent toujours une nouvelle muse. C'est là qu'Ingrid Bergman entre en scène. Superstar suédoise, icône d'Hollywood, incarnation du froid nordique, de l'élégance et de la perfection absolue. Elle écrit à Rossellini une lettre célèbre. Si vous avez besoin d'une actrice qui parle très bien anglais, n'a pas oublié l'allemand,
comprend un peu le français et ne connaît en italien que Ti amo, je suis prête à venir. Pour Magnani, cette lettre était une condamnation à mort. Mais le coup était double. Rossellini ne s'est pas contenté de partir avec une autre femme. Il lui a donné le rôle. Il préparait le film Stromboli, Terre de Dieu. Le scénario était écrit pour Magnani. Ça devait être l'histoire d'une femme forte, ancrée dans des conditions rudes. Confier ce rôle à la raffinée Bergman n'était pas juste une trahison, c'était une trahison professionnelle. C'était comme dire à Anna « Ton authenticité n'est plus nécessaire, j'ai besoin d'une belle image ». Toute autre femme à la place d'Anna se serait effondrée, se serait éclipsée, aurait sombré dans l'oubli. Mais on parle de Magnani. Sa douleur s'est instantanément transformée en action. Elle décide de tourner son propre film. Commence alors peut-être la compétition la plus folle de l'histoire du cinéma, que la presse a surnommée « la guerre des volcans ». Rossellini et Bergman partent sur l'île de Stromboli pour tourner leur chef-d'œuvre. Magnani rassemble une équipe, trouve le réalisateur William Dieterle et part sur l'île voisine de Vulcano pour tourner un film au titre évocateur, Vulcano. Imaginez cette scène surréaliste. 2 camps de tournage à vue l'un de l'autre. Sur une île, le traître et sa nouvelle muse. Sur l'autre, la furie abandonnée qui travaille avec l'obsession d'un maniaque. Magnani tournait dans des conditions inhumaines. Chaleur, odeur de soufre, rochers acérés. Elle portait des pierres, plongeait dans la mer, se blessait les pieds jusqu'au sang. Elle voulait prouver une chose à Rossellini. « Ta Suédoise ne pourra jamais être aussi vraie que moi. Elle jouera la souffrance, moi je la vis en ce moment. » Les journalistes devenaient fous. C'était le premier reality show à l'échelle mondiale. L'Italie était divisée en 2 camps. Les gens ordinaires étaient dos pour Anna. Elle était des leurs, trahie, blessée mais fière. Bergman était perçue comme une envahisseuse, une voleuse de mari. De plus, Bergman était elle-même mariée, ce qui a provoqué un scandale monumental. Magnani a utilisé le tournage comme un exorcisme. Chaque image du film Vulcano était imprégnée de sa haine et de sa douleur personnelle. Elle ne jouait pas une héroïne trahie. Elle documentait sa propre agonie. Au box-office, honnêtement, aucun des 2 films n'est devenu un chef-d'œuvre. Stromboli sera reconnu comme un classique plus tard, tandis que Vulcano restera plutôt une curiosité historique. Mais dans la guerre psychologique, Magnani a triomphé. Pourquoi ? Parce qu'elle a exposé le problème principal de Rossellini. Il essayait de transformer la froide Bergman en une Magnani ardente. Il forçait Ingrid à marcher dans la boue, à porter des haillons, à être naturelle. Mais cela sonnait faux. Le public voyait une princesse déguisée. Et Magnani sur l'île voisine était organique comme la lave elle-même. Cet épisode a définitivement scellé son statut de maman éternelle de Rome et de symbole de la résilience féminine. Elle a montré au monde comment affronter la trahison. Pas avec des larmes sur l'oreiller, mais avec du travail. Elle a transformé son humiliation en art. Rossellini admettra plus tard son erreur. Son mariage avec Bergman s'effondrera. Il comprendra qu'il cherchait dans d'autres femmes le reflet d'Anna, mais ne trouvait que des copies pâles. Mais c'était trop tard. Anna est sortie de cette bataille avec des cicatrices qui ne guériront jamais. Elle a compris que les hommes choisiront toujours le bel emballage, même si l'intérieur est vide. Elle a compris que son destin était d'être forte, car elle n'avait pas le droit d'être faible. Après la guerre des volcans, son regard a acquis cette lourdeur abyssale, plombée, que l'on voit dans ses œuvres tardives. Elle a cessé de se battre pour les hommes, elle a compris que la seule chose qui ne la trahirait jamais, c'était son visage, ses rides et son talent. Et c'est vers cela, vers son visage comme chronique de la douleur, qu'elle se tournera à la fin de sa vie. Elle fera ce qu'aucune star moderne des réseaux sociaux n'oserait faire. Elle transformera sa vieillesse en manifeste. Acte 5, la philosophie des rides. Nous voilà au dénouement. Et ce dénouement n'est pas une question de mort, mais du geste de rébellion le plus radical qu'une femme puisse accomplir dans l'arène publique. Parlons du droit d'être vieille. Dans le monde du cinéma, vieillir est un crime, un péché qui bannit les actrices du paradis. Dès que les premières marques du temps apparaissent, l'industrie murmure « cache ça, coupe ça, injecte ça, fais comme si t'avais encore 30 ans ». Les femmes passent sous le bistouri, transformant leur visage en masque figé, juste pour rester dans la course, juste pour qu'on continue de les désirer. Anna Magnani a accueilli la vieillesse non pas comme une condamnation, mais comme une couronne. Dans les années 60, elle est devenue une icône, mais une icône dérangeante. Les réalisateurs de la nouvelle vague la respectaient, mais hésitaient à la filmer. Elle était trop monumentale, trop lourde pour le cinéma pop culturel léger de l'époque. On lui proposait des rôles, mais à condition, on ajustera un peu la lumière, on mettra des filtres, on vous rajeunira. Il voulait revendre au public la nostalgie de la jeune Magnani. Il voulait effacer les 20 dernières années de sa vie.
Et alors, elle a prononcé une phrase qui devrait être gravée à l'entrée de chaque salon de beauté. Avant le tournage, un maquilleur s'est approché d'elle avec du fond de teint, essayant de masquer les profondes rides autour des yeux et de la bouche. Magnani a saisi sa main et a dit « Laisse-les, ne touche pas à mes rides, j'ai travaillé trop dur pour les gagner. Réfléchissez à cette signification. » Pour le monde moderne, une ride est un défaut, une erreur dans le code, un signe que tu t'es laissé aller. Pour Magnani, une ride est un trophée. Elle voyait son visage non pas comme une image pour un magazine, mais comme une biographie. Chaque ligne sur son visage portait un nom. Cette ride, près des lèvres, c'est la douleur du départ de Rossellini. Ce réseau autour des yeux, ce sont les nuits blanches à cause de la maladie de son fils. Ce sillon sur le front, ce sont les années de lutte avec les producteurs. Effacer ces rides aurait signifié se trahir elle-même. Cela aurait signifié dire « toute cette douleur n'a jamais existé, toute cette vie n'a jamais existé, je suis juste une poupée ». Elle a refusé d'annuler son expérience pour le confort du spectateur. Dans ces dernières années, elle ressemblait à un monument romain antique. Les Romains ne replâtrent pas le Colisée pour qu'il ait l'air comme neuf. Ils sont fiers des fissures car elles prouvent qu'il a résisté. Magnani est devenu ce Colisée. Dans le film de Federico Fellini, Roma, il y a une scène qui est devenue son adieu. C'est presque un plan documentaire. La nuit, une rue sombre de Rome. Magnani rentre chez elle, fatiguée, enveloppée dans un châle. La voix off de Fellini s'adresse à elle. « Anna, puis-je te poser une question ?» Elle se retourne. On voit son visage en gros plan, sans phare. Les poches sous les yeux, les paupières lourdes, les cheveux en désordre. Elle regarde la caméra avec une ironie fatiguée, ferme la porte au nez du réalisateur et dit « Quelle question ? Laisse-moi tranquille, je veux dormir. Bonne nuit. » Et la porte se ferme. Ce furent ses derniers 6 mots à l'écran. Un an plus tard, elle mourra d'un cancer du pancréas. Mais cette scène contient une sagesse immense. Elle a refusé de jouer le rôle de la grande actrice. Elle a refusé de divertir. Elle a montré qu'une femme a le droit d'être fatiguée, a le droit d'être laide, a le droit de simplement vouloir dormir, et non d'être la muse d'un réalisateur génial. Elle est partie dans l'obscurité de l'entrée, nous laissant avec cette compréhension. La véritable force n'est pas de briller éternellement. La véritable force est de ne pas craindre sa propre ombre. Pourquoi parlons-nous encore d'elle ? Pourquoi ces photos en noir et blanc nous touchent-elles plus que les vidéos en couleur haute définition des influenceurs modernes ? Parce que nous avons faim de réalité. Nous vivons à l'ère des filtres, du Facetune et de la présentation de soi sans fin. Nous essayons tous de vendre la meilleure version de nous-mêmes. Nous avons tous peur que si nous montrons notre envers, nos peurs, notre fatigue, notre imperfection, on cesse de nous aimer. Magnani a prouvé le contraire. Elle nous a montré nos propres peurs et nous a forcés à les respecter. Elle nous a dit « Votre douleur n'est pas un déchet. C'est de cela que votre âme est faite. » Sa philosophie des rides est un manifeste de liberté. Liberté de l'opinion des autres, liberté des standards de beauté, liberté d'être et non de paraître. En fin de compte, elle a vaincu le temps. Les beaux visages de cette époque sont oubliés. Ils se sont fondus en une masse commune de belles rétros. Le visage de Magnani est inoubliable parce qu'il est écrit avec la vérité. Et la vérité, comme nous l'avons découvert au tout début, bien qu'elle puisse être laide, est la seule capable de susciter un véritable amour. Anna Magnani est morte en sachant qu'elle n'était pas aimée des hommes. Elle est aimée par des millions de personnes qui ont vu dans ses yeux leur propre reflet. Et peut-être était-ce l'amour qu'elle cherchait depuis que sa mère a pris le bateau pour l'Égypte. Anna Magnani a quitté ce monde comme elle a vécu, sous les applaudissements retentissants de Rome qui est sortie dans les rues pour saluer sa Mama Roma. Elle a gagné car elle a forcé le monde à accepter ses conditions. Elle a prouvé que les cicatrices sont plus sexy que la peau parfaite et qu'un cri de douleur est plus honnête qu'un sourire poli. Elle nous a donné la permission d'être dérangeants, bruyants et laids. Elle a montré que la réalité, aussi brute soit-elle, bat toujours le rêve artificiel. Mais l'histoire de la guerre des volcans ne s'arrête pas à la victoire de Magnani. Dans cette tragédie, il y avait une autre protagoniste, celle que nous avons l'habitude de voir comme la méchante, celle qui a volé Rossellini et brisé le cœur de notre héroïne, Ingrid Bergman. En regardant l'histoire à travers les yeux de Magnani, Bergman apparaît comme une reine des neiges, froide et calculatrice, qui a tout obtenu, l'homme, la gloire, le rôle principal. On dirait que d'être la femme parfaite est un ticket gagnant. Mais c'est la plus grande illusion d'Hollywood. Si Magnani souffrait d'être jugée trop sauvage, Ingrid Bergman traversait un enfer que personne ne soupçonnait. Être la Sainte Ingrid, l'idéal universel, ce n'est pas un privilège. C'est une prison de haute sécurité.
Et quand Bergman a tenté de s'en échapper pour rejoindre Rossellini, le système l'a puni avec une cruauté que Magnani n'aurait même pas pu imaginer. Magnani, au moins, a eu le droit d'être une pécheresse. Bergman, pour le même péché, a été crucifié aux yeux du monde entier. Le Sénat des États-Unis l'a officiellement déclaré honte nationale et des millions de fans qui l'adoraient hier ont commencé à brûler ses photos. Vous avez découvert le prix payé par une femme qui a refusé d'être belle. Mais votre esprit est-il prêt à connaître le prix payé par celles qui doivent être parfaites? L'histoire de la chute d'Ingrid Bergman est la leçon la plus terrifiante sur ce qui se passe quand une gentille fille décide de briser les règles. Cette vidéo va bouleverser votre perception de qui était vraiment la victime dans ce triangle amoureux. Cliquez sur la vidéo dès maintenant. La vérité sur Ingrid Bergman vous fera frémir.